Bonsoir. À 3 mois de la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, le RHDP au pouvoir se cherche un nouveau porte-étendard. Le débat sur un troisième mandat du président Alassane Ouattara est relancé après la mort le 8 juillet du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP à la présidentielle, ce au sein du parti au pouvoir qui se prononce en faveur de sa candidature estime que cela éviterait une bataille de succession. S'il se présente, il fera face à des ex-alliés. L'ex-ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, s'est déclaré candidat ce mercredi. Rappelons qu'il avait démissionné du gouvernement en mars. Ouattara fera aussi face à l'ancien président Henri Konan Bédié du PDCI, alors que l'autre poids lourd de l'échiquier politique, le FPI, fondé par Laurent Gbagbo, est toujours divisé. Le retour de ce dernier en Côte d'Ivoire ne semble pas à l'ordre du jour, la procureure de la CPI ayant introduit un appel à son acquittement dans le procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Quelles sont les forces en présence à quelques mois des élections? Comment éviter un processus électoral à risque? Réponse dans cette édition de Washington Forum. Le secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a indiqué que le parti au pouvoir veut que le président Alassane Ouattara se présente à la présidentielle d'octobre. Pour lui, c'est la solution à ce stade. Les Ivoiriens sont désormais dans l'attente d'une réponse de celui que ses militants appellent affectueusement Ado. C'est un reportage à Abidjan de Ma Camara. Le décès de son lieutenant, Amadou Gon Coulibaly, à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, plonge Alassane Ouattara et son parti dans l'embarras. Le parti au pouvoir doit vite se trouver un nouveau porte-flambeau consensuel pour reconduire le RHDP à la victoire au soir du 31 octobre 2020. Entre les partisans d'un troisième mandat d'Ado et ceux qui souhaitent que le président respecte sa promesse et passe la main, les avis sont partagés. Voyez-vous, c'est vrai, sa peine est lourde parce qu'il avait estimé que le Premier ministre Amadou Gon allait pouvoir assumer la relève. Mais aujourd'hui, il est dans l'embarras. Je peux vous dire que ce n'est pas évident pour lui. Mais pour le peu que je connais de l'individu, de la personne et de son respect fondamental à la parole donnée, surtout une parole prononcée devant les sénateurs et les députés réunis dans les deux chambres réunies, je peux vous dire que nous attendons la réaction qu'il va avoir. Mais je ne me tromperai pas si quelque part il fait honneur à sa parole donnée. Alassane Ouattara pourrait-il revenir sur sa décision de quitter le pouvoir? Des voix se lèvent déjà au sein de son parti pour l'inviter à briguer un troisième mandat afin d'éviter une guerre de succession. La loi est assez claire, nous sommes dans la Troisième République et il est autorisé à se présenter. Il est autorisé à se présenter. Mais ceci étant, je ne voudrais pas me transformer en juge constitutionnel. J'ai dit, je laisse le soin au juge constitutionnel de se prononcer en temps opportun, au cas où le président Alassane Ouattara décide d'être candidat. L'opposition est unanime sur un point. La candidature d'Alassane Ouattara serait illégale et pourrait constituer un risque électoral. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de courir ce risque. Vous voyez, ce n'est pas nous qui voulons éliminer le président Alassane Ouattara. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui l'a dit dans la Constitution. Si M. Ouattara n'avait pas fait 2 mandats, on ne serait pas en train de discuter. Nous ne voulons plus d'un candidat qui a déjà fait 2 mandats. C'est tout. Voilà. Nous comprenons qu'après avoir perdu un grand homme comme le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son parti a quelques difficultés à trouver un candidat à quelques mois seulement des élections. Mais la loi, c'est la loi. Du point de vue constitutionnel, M. Alassane Ouattara ne peut plus être candidat en Côte d'Ivoire. Il a fait les 2 mandats que la Constitution lui permet. Et du point de vue même de la gouvernance, de la gérance, le peuple ne le réclame pas. Le peuple plutôt son départ. Nous exigeons, nous voulons tranquillement qu'il parte se reposer. Report au maintien du scrutin, 3e mandat d'Ado, candidature d'Ahmed Bakayoko, Patrick Achille ou François Abel Amicha pour remplacer Gon Coulibaly. Tous les scénarios sont à l'étude dans un contexte difficile pour le RHDP d'Alassane Ouattara, qui a enregistré la démission du vice-président Daniel Kabon-Dinkon et les départs des ministres Albert Magoutou et Marcel Amontano, et était déjà fragilisé
suite au divorce avec Henri Konan Bédié du PDCI et la rupture avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Voilà, merci beaucoup. Et pour le débat, nous avons deux invités. À Abidjan, nous avons Alexis Tano, directeur du quotidien Le Jour Plus. Et ici à Washington, Nyaka Lagoke, analyste politique, maître assistant en histoire et études panafricaines à Lincoln University. Merci d'être avec nous pour ce débat. Et je démarre avec vous, Nyaka. Beaucoup avaient applaudi la décision du président Ouattara de passer la main. Et maintenant, des militants du RHDP, et pas des moindres, lui demandent publiquement de se présenter après le décès de Gon Coulibaly. Êtes-vous surpris? Non, on n'est pas surpris. Comme on le sait depuis longtemps, le président Alassane Ouattara a hésité plusieurs fois. On savait qu'il voulait lui-même être candidat. Et puis, dû à la pression internationale et la pression interne, il serait déclaré candidat. Mais face à la pression et à toutes les interventions, donc il a décidé que Gon Coulibaly allait être le candidat du RHDP et donc qui devait naturellement bénéficier de la machine électorale du RHDP. Il avait déjà déclaré lui-même que si quelqu'un de sa génération était candidat, Bédié ou Babo, et qu'il serait candidat. Donc le président Bédié, 86 ans, du PDC-RDA, qui était en alliance avec lui et qui s'est distancé de lui, a annoncé sa candidature. Donc on n'est pas du tout surpris. Surtout que pour les gens du RHDP, M. Ouattara est le seul qui peut préserver, qui peut maintenir le pouvoir RHDP ou qui peut maintenir le pouvoir au nord et pour les nordistes. Alexis, justement, le RHDP a quand même beaucoup de cadres. Pourquoi certains au sein de cette formation préfèrent que le président lui-même se présente alors qu'il avait promis de se retirer? Oui, je crois que c'est simple. Au niveau du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en dehors du président Ouattara, il n'y a pas de candidat à même de rivaliser avec le président Henri Konan Bédié. Ça, c'est clair, ça a été entendu. Deuxième point, il faut dire que le président de la République a tout comme Premier ministre, mais il y a une véritable difficulté à trouver un autre candidat qui ferait le consensus. Vous imaginez qu'au RHDP, il n'y a pas eu de primaire. Sous l'impulsion du président de la République, M. Amadou Bon avait été choisi pour veiller et sur la bataille de leadership qui allait se faire du RHDP. Donc, la République a fait en désignant son successeur qui avait tous. Malgré tout, il y a eu quelques dissensions, mais il est difficile, en dehors du président de la République, de trouver un autre candidat qui pourrait représenter le RHDP. Alors, justement, en parlant de division, on a vu que l'ancien ministre des Affaires étrangères a annoncé sa candidature, je veux dire, à Montano. Est-ce que c'est justement ce que craignent un peu les cadres du RHDP qui se prononcent en faveur de la candidature de Ouattara? Mais effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de primaire au sein du RHDP. Bon, beaucoup n'ont pas eu le courage de le signifier, mais en tout cas, Montano fait partie des premiers qui se sont élevés contre le choix de M. Amadou. Donc, le 12 mars dernier, le jour où le candidat était publicité, je dirais que justement, c'est pour éviter la guerre du RHDP et surtout la candidature de M. Amadou Gon qui a accepté que le président de la République a pesé de tout son poids. En dehors de M. Montano, il y a l'ancien vice-président Daniel Kambanda-Duncan qui n'était pas pour. On peut citer aussi l'ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le président de l'Union pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors,
Nyaka, avant l'investiture de Gon Coulibaly, vous le disiez tantôt, le président Ouattara avait laissé entendre que si Henri Konan Bédié se présentait, il allait lui aussi se présenter. Et si ce scénario se confirme, que devient cette promesse de passer la main à la jeune génération? Et ce n'est pas seulement valable pour le parti au pouvoir. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le président Alassane Ouattara n'était pas sincère de toutes les façons quand il déclarait qu'il voulait passer la main à la jeune génération. C'est parce qu'il était forcé de ne pas chercher un troisième mandat. Et donc, en voulant créer les conditions de la préservation du pouvoir, comme je l'ai dit, pour les nordistes et au nord, donc il a voulu, pendant qu'il se retire, coïncider Henri Konan Bédié et le président Gbagbo qui a été libéré, qui est encore en Belgique, mais la plupart des membres, des militants du PDC, du FPI, estiment que Gbagbo devrait être candidat. Alors donc, voici, donc M. Ouattara ne va pas respecter sa parole, et puis ce n'est pas la première fois qu'il ne respecte pas sa parole. Alors, quand il a pris le pouvoir, il avait dit qu'il allait être là pour un mandat. Et puis après, il a dit qu'il allait être là pour 2 mandats. Et puis donc, vers la fin de son 2e mandat, on a vu tous les signes et tout ce qui se faisait. Il voulait être là pour le 3e mandat. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Oui, et Alexis, aujourd'hui on cite Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et même Afin Guesson comme possibles candidats à la présidentielle. Afin Guesson a déjà annoncé sa candidature. Comment est-ce que vous l'expliquez? La classe politique ivoirienne a-t-elle du mal à se renouveler, même si on sait que ce n'est pas une spécificité ivoirienne? On le voit aussi dans d'autres pays, mais qu'est-ce qui se passe particulièrement pour la Côte d'Ivoire? Y a-t-il pas une jeunesse capable de prendre la relève? Il faut dire que depuis une vingtaine d'années, les personnalités que vous venez de citer sont... Mais il n'est pas évident, avec le président Henri Konan Bédié qui a 86 ans, qui conduit son parti à la victoire, à la prochaine chose, le plan de la République, l'ancien plan de la République, Laurent Gbagbo, qui a encore annoncé, et surtout quand on voit les cas du RHDP en train de pousser le président de la République à aller encore aux élections à 70%, vous comprenez que l'ancienne classe en fait, a passé le flambeau à une autre génération. Tout ce que nous entendons, tout ce que les gens racontent, on se rend bien compte que c'est pour faire plaisir aux populations, et la population reste encore otage des hommes politiques qui ne sont pas prêts à changer de main. Bon, le véritable problème, c'est l'alternance politique qui est mise à rude épreuve. La démocratie en Côte d'Ivoire qui va continuer de piétiner tant qu'il n'y a pas de réelle volonté de changer cette classe politique. Il n'y a pas de réelle volonté de faire confiance aux jeunes du tout. Il y en existe des compétents qui sont là, on les voit déjà de hautes responsabilités. Tant qu'on ne leur fait pas confiance, et la Côte d'Ivoire va rester à la fin de la vie. Et comment est-ce que, par exemple, dans la classe politique, disons dans la société civile, il y a des figures qui pourraient peut-être intéresser les électeurs? Ce n'est pas toujours évident d'avoir un candidat en dehors des partis politiques, un peu partout en Afrique, mais est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire des cas qu'on peut citer de personnalités qui ne sont pas forcément parmi les leaders politiques qu'on connaît? Oui, bien sûr. Il y a des personnalités qui peuvent faire l'affaire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas chose. Mais les partis politiques ont tellement phagocyté le débat politique en Côte d'Ivoire que ces personnalités ont même de se présenter pour dire que la Côte d'Ivoire cité. Ce qui est difficile, c'est que le débat en Côte d'Ivoire reste au niveau des partis politiques. La société civile, il n'y a que peu de droits.
Malheureusement, on devait avoir une représentante de la société civile dans cette émission qui, malheureusement, au dernier moment, nous n'avons pas pu l'avoir dans cette émission. C'est un débat qui intéresse tout de même nos téléspectateurs qui ont beaucoup réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Jean-Luc Moukoutou à Lubumbashi écrit « Le président Ouattara doit comprendre la nécessité de passer le pouvoir à la nouvelle génération, comme il l'avait lui-même dit, qu'il ne se laisse pas influencer par ses sympathisants. » Koala Salifou en Côte d'Ivoire, il ne dit pas où en Côte d'Ivoire, mais il est en Côte d'Ivoire, il écrit Alassane Ouattara, qu'il reste au pouvoir, car pour moi, il est le plus sage et le plus intelligent homme politique en Côte d'Ivoire. Et puis Hassan Boulalé à Djibouti, il écrit l'homme politique est souvent influencé par son entourage et le contexte, mais il est préférable que Ouattara maintienne sa décision d'avant, de ne pas se représenter. Voilà quelques-unes des réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle à Washington Forum qui revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Rendons-nous à Abidjan pour voir comment les populations réagissent à la déclaration d'Adama Bictogo, le secrétaire exécutif du RHDP, qui demande au président Alassane Ouattara de se présenter à la présidentielle. Suivons. Moi, je peux dire que d'une part, on ne va pas dire que le bilan est carrément positif, même s'il est un peu positif, mais au moins il y a quelques problèmes au niveau social. Maintenant, concernant son troisième mandat, bon, qu'est-ce que moi je pourrais dire là-dessus? Je pourrais dire simplement que ce n'est pas nécessaire. C'est mieux qu'il donne la place juste à quelqu'un d'autre qu'il puisse soutenir. Pour moi, je pense que pour qu'il y ait une élection paisible, il faut que M. Alassane Ouattara se retire de la candidature. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il veut passer un troisième mandat. Car comparé aux autres présidents, le président Alassane Ouattara a été un bon exemple pour la jeunesse ivoirienne et aussi pour la population ivoirienne même en général. Voilà. Bon, moi je ne crois pas, concernant la nouvelle génération, moi je ne crois pas que la nouvelle génération puisse prendre le relais, voilà, pour développer le pays. Parce que M. Alassane Ouattara a fait plus que les autres présidents qui sont venus. Quand on voit ce qu'il a fait et ce qu'il a dit va faire, il n'a pas tout mis ça sur une table. Il a sauté les étapes. Donc, moi, mon avis, je veux qu'il laisse la place aux jeunes pour qu'ils puissent mieux gérer le pays. La difficulté, c'est quoi? On ne peut pas en même temps dire que l'ancienne constitution prend fin et qu'on célèbre une nouvelle constitution. Et pendant ce temps, on est là, on se dit, les mandats qu'on a pu faire par le passé, c'est comme si on remettait le compte à rebours à zéro. On peut être d'accord avec ce fait. Mais en même temps, la personne qui est présidente pendant que la nouvelle constitution est votée, elle est sur quelle base? Au nom de quoi elle est présidente, cette personne-là? Sur la base de l'ancienne constitution. Par rapport à une élection qui s'est passée bien avant que la nouvelle constitution ne soit votée. En ces termes-là, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a une certaine inconséquence. Voilà, je rappelle nos invités dans ce Washington Forum à Abidjan, Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus, et ici à Washington, Nyaka Lagoke, maître assistant en histoire et études panafricaines à Lincoln University. Vous êtes également analyste politique. Alors, Alexis, pour parler un peu du processus électoral, la Côte d'Ivoire ira aux élections dans 3 mois. Récemment, la Cour africaine des droits de l'homme a jugé
que les commissions électorales locales qui dépendent de la CEI nationale étaient déséquilibrées en faveur du pouvoir. Est-ce que le gouvernement essaie de rassurer, disons, tout le monde pour que le scrutin sera paisible et transparent? Oui, il faut dire que à Abidjan, il n'y a pas véritablement une volonté de rassurer les uns et les autres sur l'impartialité, sur l'équilibre au niveau de la commission électorale indépendante. Vous comprenez que la dernière décision qui avait été rendue ordonne le gouvernement ivoirien à recomposer les commissions locales qui sont dominées en majorité par le parti au pouvoir. Mais vous avez écouté la dernière sortie du DP qui estime qu'on n'a pas besoin de toucher à cette CI avant d'aller aux élections. Et bien, cela renforce les craintes, cela renforce les soucis, les inquiétudes, surtout la suspicion que cette cour peut créer au sein des Ivoiriens, au sein de la communauté des électeurs. Surtout que, quand vous regardez la décision rendue, il est marqué que la Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment de garantir la confiance du public. Ça, c'est un élément important. Le public, tous les électeurs, c'est toute la population ivoirienne qui s'intéresse à ces élections. Et pour le moment, les assurances attendues au niveau du gouvernement ne sont pas encore venues. Donc, on attend. Alors, Nyaka, on est à 3 mois du scrutin. La classe politique a-t-elle le temps de revenir à la table des négociations pour trouver un consensus, notamment sur la commission électorale et la Cour constitutionnelle aussi? Oui, et ce serait possible s'il y a une véritable pression nationale et s'il y a une véritable pression internationale sur le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Et comme je l'ai dit, il faut comprendre leur logique. Ils ont eu recours à la violence en 2002 pour que M. Ouattara soit le candidat effectif. Ils ont eu recours à la violence en 2011 pour que M. Ouattara... C'était une violence entre différents protagonistes. On ne peut pas dire que c'était les seuls qui ont... on n'est pas là pour reparler de ce qui s'est passé en 2002. Je vous demande comment est-ce que vous voyez le consensus politique à 3 mois des élections? D'accord, donc je vais dire qu'il y a eu quand même s'il y a eu de la violence de part et d'autre, c'est eux qui ont commencé. Et ce que je veux dire, ils ne l'ont pas fait pour venir laisser le pouvoir facilement. C'est ce que je suis en train de dire. Et que donc ils vont utiliser tous les moyens avec tout ce qu'on entend par rapport à différentes choses, par rapport aux pièces d'identité. Et donc, je ne vois pas comment est-ce que le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara serait subitement animé d'une bonne volonté pour pouvoir s'asseoir avec les opposants afin d'avoir une commission électorale indépendante et d'être aussi pied des conditions d'une élection transparente en Côte d'Ivoire. Donc voici, j'ai répondu. Alors, Alexis, est-ce que l'opposition aussi fait preuve de bonne volonté pour trouver un consensus sur cette question de la commission électorale? Non, jusque-là, il n'y a pas de consensus. Le code électoral a été promulgué en pleine crise sanitaire où il n'y avait pas de réunion, où l'Assemblée nationale s'est réunie avec le boycott des députés de l'opposition. Le code électoral a été promulgué par le pendant cette période. L'opposition a estimé qu'elle n'était pas consensuelle. L'opposition a estimé qu'il ne préservait pas suffisamment les intérêts des autres, des uns et des autres. Le débat était à ce niveau. Enfin, vous êtes sur place, vous sentez une certaine pression, vous pensez que... je sais qu'une association de la société civile a tiré la sonnette d'alarme cette semaine en parlant de risque de tension. Vous avez ce sentiment-là, vous qui êtes sur place? Non, pas du tout. Pas du tout. En dehors d'une seule réaction d'une organisation de la société civile, qu'on appelle Alternative citoyenne ivoirienne, le plantain à la commission électorale, qui a demandé au gouvernement, voilà, ce groupement de la société civile a demandé au gouvernement ivoirien de saisir le procès de cette décision pour appeler les uns et les autres à la négociation. D'accord. Alors, Nyaka, comment est-ce que la diaspora ivoirienne prépare ces élections? Est-ce qu'elle suit avec intérêt ce qui se passe en ce moment à Abidjan?
Ah oui, bien sûr. C'est une élection qui est assez cible. Et donc, les membres de la diaspora, représentants ou membres des différents partis politiques, font ce qu'ils peuvent pour s'enrôler. Moi, juste d'aller à l'ambassade pour vérifier mon enrôlement. Et puis bon, c'était passé simplement. Et puis bon, voilà, donc les gens se mobilisent. Mais la difficulté, c'est que ils n'ont pas, aux États-Unis par exemple, il y a plus beaucoup de centres d'enrôlement. Donc, ce qui fait que des gens de Chicago, je les ai vus à l'ambassade, je crois qu'il n'y a pas plus de 5 aux États-Unis. Donc, je crois que ça a créé une certaine tension, mais c'est la décision qui a été prise par la commission électorale et donc les gens sont là devant le fait accompli. Vous sentez déjà un engouement pour aller voter en octobre? Oh oui, bien, il y a un engouement parce que ceux qui soutiennent M. Ouattara, bien que la base se soit effritée, comme Alexis l'a dit, avec le départ de Duncan, le départ de Mabry Touakeuse, le départ de Amontano, même si pour moi, Amontano et Duncan, même Mabry Touakeuse ne représentent pas grand-chose sur l'échiquier politique ivoirien, mais le départ de Soro Guillaume, en revanche, a effrité la base de M. Ouattara. Et donc, que ce soit les représentants de toutes ces personnalités politiques, tout le monde veut voir participer à cette élection. Et donc, voilà, il y a un certain engouement, mais en même temps, une véritable appréhension parce qu'on se dit que soit les élections pourraient ne pas avoir lieu, soit si elles ont lieu, elles ne vont pas être transparentes. Donc, voici autant d'angoisse que nous vivons. Alors, Alexis, certains estiment qu'une grâce présidentielle pour tous les leaders politiques, y compris Gbagbo, et ceux qui sont jugés par contumace, pourrait contribuer à apaiser la tension, si tension il y a, même si... Est-ce que c'est une possibilité que vous entrevoyez avant les élections, une possibilité d'une grâce présidentielle? C'est possible, parce que le président pourrait vraiment tirer avantage si jamais en août prochain, lors de la célébration, il prenait une telle mesure, surtout qu'aujourd'hui, pour décrisper la situation, pour un signal fort à la réconciliation, les uns les autres, même l'opposition. Vous pensez que ça peut être un bon argument de campagne pour le parti au pouvoir, si une grâce présidentielle était accordée à tous les opposants, même Gbagbo par exemple? Bon, ce serait un bon signal en tout cas. D'accord. On ne peut pas, c'est pas évident que le président de la République libère des gens qui pourraient lui porter quand même ombrage au niveau de la course au pouvoir. Vous comprenez que M. Laurent Gbagbo libéré à Abidjan en cette période, ça pourrait contrarier bien des plans au niveau du parti au pouvoir. D'accord. Et vous, Nyaka, c'est quelque chose que vous entrevoyez, que vous espérez, une grâce présidentielle, une réconciliation avant les élections? M. Ouattara a raté le coach, ou bien il a raté le moment de faire la réconciliation. Et donc, la question que vous posez est lumineuse, dans la mesure où s'il le fait aujourd'hui, les gens vont estimer que c'est une action opportuniste. Et pour le camp de Gbagbo ou de Soro, bon, les gens vont dire que ce n'est que justice, dans la mesure où nous vivons en Côte d'Ivoire dans un contexte de justice des vainqueurs. Mais le plus important, c'est que les partisans de Gbagbo veulent que Gbagbo Laurent soit candidat à l'élection de 2020. Et les partisans de Guillaume veulent que Soro Guillaume soit candidat à l'élection de 2020. D'accord. En tout cas, on va suivre la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie également toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.